Les intellectuels de notre débat public évitent souvent de s'aventurer sur le terrain de la morale. Rester loin de la morale, c'est à leurs yeux se mettre à l'abri des jugements moraux malhonnêtes et abusifs mentionnés dans la vidéo précédente qui fragilisent la position tenue. À premier abord, ça a l'air d'être une bonne stratégie. Il ne faudrait pas moraliser le débat. J'essaie de m'attacher, moi, loin des débats moraux, à essayer de faire la critique technique du Coran. Mais faire l'impasse sur la morale, c'est devenir incapable de la qualifier ou de la reconnaître là où elle accourt. Bon nombre d'intellectuels ayant mis le doigt sur des tensions dans notre société entre des visions et des façons de vivre qui s'affrontent, se retrouvent à parler de la morale commune ou de morales islamiques sans les nommer, avec l'un ou l'autre terme plus ou moins explicite, l'une ou l'autre périphrase plus ou moins heureuse. Nous avons aussi la présence au sein de la civilisation française d'autres civilisations, ou en tous les cas, alors elles ne sont pas complètes, mais ce sont des corps de règles dont les individus qui les portent considèrent qu'ils doivent, eux, vivre selon ces règles et non pas suivant les règles de la majorité de la société. Un corps de règles issu d'une autre civilisation, en l'occurrence musulmane, et selon lesquelles on vit, ça s'appelle une morale islamique. À un moment donné, si on veut permettre une intégration, je ne dis pas une assimilation, je dis simplement une intégration, il faut que l'on précise l'existence de règles communes. Donc il faut qu'on soit capable de discuter de toutes les règles, y compris de celles dont les gens refusent de discuter. Les règles communes en question, monsieur Sapir, ça s'appelle la morale commune. Ce qui fait tenir la société française et la société occidentale, c'est qu'il y a une base, un minimum homogène entre toutes les différentes cultures, une base de comportement et d'état d'esprit. Une base commune de comportement et d'état d'esprit, monsieur loin des débats moraux, ça s'appelle une morale commune. C'est pour ça qu'on se comporte bien vis-à-vis des autres, qu'on fait attention parce qu'on a envie d'être bien vu et d'avoir une estime sociale. Et quand on est avec des personnes avec qui on partage ces référentiels, ça se passe bien. Un référentiel d'après lequel on est bien vu, monsieur Oberton, ça s'appelle une morale. Parlons maintenant du livre de Florence Bergeaud-Blackler, Le frérisme et ses réseaux, qui lui a valu de se retrouver sous protection policière. Ce qui montre à quel point est étendu le pouvoir d'intimidation de l'obscurantisme islamique en France en 2023. Ce livre, qui décortique avec le sérieux et la rigueur caractéristique du travail universitaire la stratégie du courant de conquête islamique des frères musulmans, contient de façon répétée le champ lexical de la morale, montrant par là combien le changement de la morale est aussi un des versants de la stratégie frériste. Normes de moralité, aspects moraux, valeurs éthiques, moyens moraux, règles de la charia, éthique déclarée. Or, dans ses interventions, Florence Bergeaud-Blackler, de ce que j'en ai vu, pour être honnête, je n'ai pas regardé toutes ses interventions, n'énonce pas clairement ce travail frériste qui cible la morale. C'est à croire que notre monde intellectuel a subi un conditionnement qui l'empêche de s'aventurer sur le terrain de la morale, même quand c'est explicitement sur ce terrain que nos ennemis avancent. Passons à Gilles Kepel. La notion de djihadisme d'atmosphère est proposée par Gilles Kepel pour expliquer le phénomène suivant. Alors que jusqu'alors les attaques djihadistes pouvaient être reliées à des organisations djihadistes, organisation pyramidale Al-Qaïda, organisation en réseau Daesh, on se retrouve avec des attaques perpétrées par des djihadistes qui ne peuvent pas être mises en lien avec un réseau, un chef, une organisation. En quoi consiste le djihadisme d'atmosphère qui caractérise désormais l'islamisme radical ? Par opposition à ce qu'on avait vu à l'époque d'Al-Qaïda ou de Daesh, il n'y a plus aujourd'hui d'organisation ni même de réseau djihadiste structuré. Et ce qui s'est passé en France à l'automne, ça a été que des individus qui avaient été formatés par le djihadisme, par la vidéo, par la fréquentation d'un certain nombre de mosquées, se sont, si j'ose dire, déclenchés eux-mêmes en réaction à des appels lancés par des entrepreneurs de colère. On a des attaques un peu sorties de nulle part, qui sont donc très inquiétantes parce qu'elles sont imprévisibles. C'est un défi, d'une certaine manière, beaucoup plus grave parce que le terrorisme traditionnel avec des organisations, les forces de répression, en s'adaptant à ces mutations, peuvent y parvenir. Là, ça dépasse la répression, c'est un enjeu de société en général. Donc, pour expliquer pourquoi des musulmans deviennent facilement réceptifs à des discours djihadistes un peu partout, Gilles Kepel nous dit que des musulmans deviennent facilement réceptifs à des discours djihadistes un peu partout. L'expression djihadisme d'atmosphère est donc, à mes yeux, un aveu d'incompréhension du phénomène. Faute de l'expliquer, on choisit une jolie expression pour le désigner.
D'où la difficulté extrême de penser ce phénomène post-moderne, si j'ose dire. Atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Alors que c'est bien sûr le changement de la morale qui explique ces combustions spontanées de djihadisme. Moi aussi je peux trouver des expressions cool. Chers Français assimilés, vous et moi avons reçu une morale de tolérance et de liberté, une morale éclairée. Si nous écoutions un discours djihadiste, nous y serions imperméables et le jugerions immoral. Non, les non-musulmans français ne sont pas des mécréants ennemis d'Allah, les musulmans occidentalisés ne sont pas des traîtres, et appeler à se séparer des uns et des autres, à les combattre ou à les tuer, est un appel inexcusable à l'intolérance et à la violence. Mais imaginons que nous ayons reçu une contre-morale islamique, s'adossant à des lectures du Coran, adoubant les catégorisations racistes mentionnées dans les vidéos précédentes, et que cette morale soit une morale d'autorité, nous ayant conditionnés à lui obéir sans la remettre en question, en se sentant vertueux de le faire et coupable de ne pas le faire. Imaginons que nous ayons de la jeunesse, les qualités d'être prêts à prendre des risques et de vouloir prouver notre valeur. Serions-nous alors imperméables à un discours djihadiste ? La raison pour laquelle on a de plus en plus d'attaques djihadistes semblant venir de nulle part, c'est parce que les contre-morales islamiques s'étendent de plus en plus dans notre population musulmane et que, année après année, décennie après décennie, leurs tranchants autoritaires et leurs tranchants intolérants sont de plus en plus aiguisés. D'ailleurs, Gilles Kepel effleure la présence de ces contre-morales lorsqu'il parle de se faire les justiciers à propos de la décapitation de Samuel Paty. Et des individus vont intervenir là-dessus, vont se faire les justiciers. Et maintenant, chers auditeurs, je vais vous faire part d'une information personnelle. Non pas d'une info sur ma vie personnelle, mais d'une info sur ma démarche personnelle. À savoir, le moment où je me suis dit « il faut que je fasse entendre le remplacement de la morale parce que personne d'autre ne le fera ». Ce moment, c'est quand Éric Zemmour, sur le plateau de Face à l'info, en novembre 2020, cite Jules Ferry suite à la mort de Samuel Paty, et que le plateau entier, Éric Zemmour compris, reste aveugle à la notion de morale commune, alors qu'elle est explicitement énoncée par Jules Ferry, qui était très conscient de son importance, lui. Voyez plutôt. Voilà ce qu'il leur dit, Jules Ferry, à tous les instituteurs. Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. Parlez donc à son enfant comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre, avec force et autorité toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée, d'un précepte de la morale commune, avec la plus grande réserve, dès que vous risquez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge. Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Je dis plus rien alors là. Le traître. Alors. Non, Jules Ferry n'encourage pas à céder aux pressions religieuses des parents, puisque par ses premières phrases, il garantit la défense de la morale commune. Et il le fait avec des termes sans ambiguïté sur qui a le dernier mot, force et autorité, montrant que la latitude de contestation est nulle. Dès lors qu'il s'agit de la transmission de la morale commune, l'enseignant doit être écouté et personne n'a à discuter ce qu'il transmet. Par exemple, dans notre morale commune, c'est une bonne chose d'avoir une liberté d'expression, produisant entre autres des analyses, des satires, des caricatures permettant de dénoncer, critiquer, tourner en ridicule tel ou tel aspect de la société. Et dans notre morale commune, la volonté d'empêcher des caricatures au nom d'une vision religieuse personnelle et particulière constitue une attaque à cette liberté et une tentative de faire prévaloir une vision religieuse sur les autres. Donc ce n'est pas bien. Il faut être ferme, pas être agressif, mais il faut joyeusement dire non, chez nous c'est pas comme ça les amis. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais ça, nous, on fait ce qu'on veut. La liberté d'expression, c'est sacré chez nous. On s'est battu pour ça. On est au pays de Zola et de Voltaire, on n'est pas au pays de l'ayatollah Khomeini. Donc, quand un prof fait un cours sur la liberté d'expression et montre à cette occasion telle ou telle caricature, les élèves et leurs parents n'ont pas à se manifester. Ainsi, dès lors que Jules Ferry garantit la protection de la morale commune par ses premières phrases, il peut céder sur le reste, à savoir des préceptes périphériques qui ne sont pas les fondamentaux de notre morale, et dire « ne vous mettez pas inutilement les parents à dos ». Sachant que même quand il parle de ne pas froisser l'autre, l'autre en question est un honnête homme. Donc c'est un homme qui lui aussi a reçu la morale commune et l'applique.
Ce n'est pas un père qui pense qu'un cours sur la liberté d'expression est islamophobe et doit être combattu. Ainsi, alors que Jules Ferry et les gens de son époque étaient sans doute à mille lieues d'imaginer le niveau d'islamisation que la France allait atteindre dans leur futur, et qu'ils ne pensaient pas du tout à l'islam en écrivant ce texte, la simple et solide défense de la morale commune qu'ils préconisent empêche de céder à des revendications islamiques 137 ans plus tard. Gouverner, c'est prévoir. Faut pas se laisser abattre, hein.